Épisode 78, Haïti, le prix de l'indépendance. Salut à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial parce que c'est le 3e anniversaire du podcast. Et oui, le podcast Inner French a déjà 3 ans. C'est vrai que le temps passe vite. Cette année, c'est un anniversaire un peu particulier parce que je suis en confinement. Je dois rester à la maison, comme une grande partie d'entre vous, j'imagine, à cause de cette pandémie du Covid-19. Donc j'espère que vous faites bien attention à vous, que vous respectez les consignes de vos gouvernements respectifs, que vous vous lavez les mains régulièrement, et surtout que vous et vos proches êtes en bonne santé. Moi ça va, je respecte bien les règles, je fais attention, donc je suis pas encore tombé malade pour le moment. Je touche du bois. Vous connaissez peut-être cette expression. On la retrouve dans beaucoup de langues. Toucher du bois, ça veut dire qu'on a de la chance et qu'on a envie que cette chance continue. Donc on touche du bois pour que cette chance continue. Le bois, vous savez, c'est ce matériau qu'on utilise par exemple pour fabriquer des meubles. Bref, ce 3e anniversaire, c'est l'occasion pour moi d'avoir une pensée spéciale pour vous, qui m'écoutez des 4 coins du monde. Je vous dis souvent qu'avec le podcast, j'ai l'impression de faire partie d'une communauté mondiale, avec tous les messages que vous m'envoyez de vos pays respectifs. Et c'est vrai que dans un moment comme celui qu'on est en train de vivre, ce sentiment est encore plus fort, parce qu'on a tous un ennemi commun et on fait notre maximum pour essayer d'empêcher cette pandémie de se développer encore plus vite. Donc voilà, c'est un anniversaire un peu spécial, mais c'est quand même important de le célébrer. Je nous souhaite à tous, à toute la communauté Inner French, un bon anniversaire et beaucoup de succès durant le reste de votre aventure avec le français. Et justement, avant de commencer notre sujet du jour, on va, comme d'habitude, écouter le message d'un auditeur du podcast. Salut Hugo, je m'appelle Nicolas, je suis argentin et j'habite à Buenos Aires. Je suis médecin, j'étudie le français depuis 12 ans. En ce moment-là, je me décidais pour y apprendre pour faire un stage à Lausanne en Suisse. Et maintenant, je le continue pour faire un autre stage à Genève l'année prochaine. Je vous remercie pour votre podcast. Il est très utile pour les élèves comme moi qui veulent améliorer leur niveau de français. Habiter dans un pays non francophone et apprendre le français, ce n'est pas une tâche facile. Mais les podcasts comme Inner French nous aident en écoutant un peu de français tous les jours. Je l'écoute tous les jours pendant que je vais au travail. Je veux te féliciter et encourager pour continuer en aidant les élèves de tout le monde. Merci Hugo. Merci Nicolas pour ton message. Tu peux être fier de toi parce qu'apprendre le français, c'est quelque chose qui est pas toujours simple, mais apprendre le français et la médecine en même temps, ça c'est vraiment un exploit. Alors, je sais pas si tu es toujours en Suisse en ce moment pour tes stages ou si tu es rentré en Argentine, mais dans tous les cas, j'imagine que tu as beaucoup de travail et que tu es au front. Alors ça, c'est une expression, être au front, ça signifie être en première ligne dans une bataille ou dans une guerre. C'est une expression un peu militaire, être au front. Donc je pense que toi, comme tout le reste du personnel hospitalier, tu es au front en ce moment. Donc un grand merci à toi et un grand merci à tous les docteurs, les infirmières, les ambulanciers qui écoutent ce podcast. On a vraiment de la chance de vous avoir. Moi, je sauve pas des vies, mais je peux contribuer à mon niveau en vous aidant à apprendre le français grâce à ce podcast. Et je pense que même si on n'est pas médecin, on a tous les moyens de faire quelque chose pour aider un peu les autres dans cette période difficile. Et l'avantage, c'est que ça nous permet de moins penser à nos propres problèmes. Donc si vous êtes un peu angoissé, un peu stressé en ce moment,
essayez d'appeler quelqu'un de votre entourage et de réconforter cette personne, de lui remonter le moral. Je vous garantis que ça va vous permettre de penser un peu moins à vos propres problèmes. Bref, encore merci Nicolas pour ton message et bravo pour ton niveau de français. Je suis sûr que quand tu auras fini tes études, tu n'auras aucun problème pour trouver du travail dans un pays francophone, si c'est ton souhait. Pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'Haïti. Haïti, c'est un pays qui se trouve sur une île dans les Caraïbes, au sud-est de Cuba. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, notamment en 2010, parce qu'en 2010, Haïti a été touché par une catastrophe naturelle, un séisme, un tremblement de terre, une catastrophe naturelle qui a fait plus de 200 000 victimes. Donc il y a eu une aide humanitaire internationale qui a été organisée, des personnes du monde entier qui ont fait des dons pour essayer d'aider les Haïtiens à se remettre de ce séisme et à reconstruire leur ville, les infrastructures, etc. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai décidé de vous parler d'Haïti. Quel est le lien entre Haïti et le monde francophone ? Pour être honnête, c'est un sujet qui s'est imposé à moi. Par exemple, l'année dernière, je suis allé voir une exposition dans un musée à Varsovie, et dans cette exposition, il y avait la vidéo d'une performance artistique, et cette performance artistique, c'était un groupe de chanteurs d'opéra polonais qui s'était rendu dans un petit village d'Haïti pour faire une représentation d'un célèbre opéra polonais. Et moi, je me suis demandé, mais pourquoi sont-ils allés faire cet opéra à Haïti ? Et en fait, il s'avérait que à Haïti, il y a des descendants de soldats polonais, des petits enfants de soldats polonais qui se trouvaient à Haïti au début du 19e siècle. Alors là, je me suis demandé, mais comment des soldats polonais se sont retrouvés à Haïti au début du 19e siècle ? Ça me paraissait vraiment bizarre, mais à l'époque, j'ai pas vraiment cherché à en savoir plus. Et puis récemment, j'ai commencé à lire le nouveau livre de l'économiste français Thomas Piketty, un livre qui s'intitule Capital et idéologie, et dedans, Piketty explique que les Haïtiens ont dû payer une énorme dette à la France pendant des dizaines et des dizaines d'années. Alors ça aussi, ça m'a semblé étrange. Je me suis demandé d'où venait cette dette, parce que dans mes souvenirs, c'est pas quelque chose dont on parle dans les cours d'histoire à l'école en France. J'ai jamais entendu parler d'Haïti pendant mes cours d'histoire à l'école. Donc voilà, ça aussi, ça a éveillé ma curiosité. Et le dernier élément qui m'a poussé à m'intéresser à Haïti, c'est un email que j'ai reçu d'une auditrice qui s'appelle Hildy. Hildy m'a raconté qu'elle est photographe et qu'elle apprend le français parce qu'elle va régulièrement à Haïti. Elle fait des reportages, des documentaires là-bas. Je suis allé sur son site et j'ai découvert plein de choses passionnantes sur Haïti. Donc là, je me suis dit, bon, c'est vraiment le moment de m'intéresser à ce sujet parce que finalement, à part ces quelques éléments et puis ce séisme de 2010, je connaissais assez peu de choses sur Haïti, mais j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de liens entre la France et Haïti et qu'on ne parlait pas forcément de ces liens côté français. Donc ça a vraiment éveillé ma curiosité et j'ai décidé de faire quelques recherches pour en savoir plus. Donc dans cet épisode, on va voir quels sont les liens entre la France et Haïti et pourquoi en France on essaye d'oublier l'histoire qu'on a avec ce pays. Pour commencer, on va essayer de comprendre comment les Français sont arrivés à Haïti. C'était pas les premiers à mettre le pied sur l'île. Évidemment, avant eux, il y avait des Indiens, mais il y a aussi eu les Espagnols qui sont arrivés avec
Christophe Colomb en 1492. Christophe Colomb a découvert, entre guillemets, Haïti, et là, il a appliqué sa stratégie habituelle. Il a commencé par renommer l'île, il lui a donné le nom d'Hispaniola, et il a forcé les indigènes à travailler dans les mines pour trouver de l'or. L'or, vous savez, c'est ce métal précieux de couleur jaune. C'était la source de richesse principale à l'époque. Donc, Christophe Colomb et ses soldats avaient pour objectif principal de trouver de l'or sur ces nouvelles terres. Ils ont forcé les indigènes, les Indiens à travailler dans les mines. Ceux qui ont refusé ont été massacrés. Mais rapidement, les Espagnols se sont rendus compte que sur la partie occidentale de l'île, autrement dit la partie à l'ouest, il n'y avait pas d'or. Donc, ils n'avaient pas vraiment d'intérêt à être là, et ils ont plutôt concentré leur présence sur la partie orientale de l'île, à l'est. Ça, attention, ça va être important pour le reste de l'histoire, donc essayez de bien le comprendre. Christophe Colomb et ses soldats étaient plutôt présents sur la partie est de l'île. Et comme le reste, donc la partie occidentale était libre, des pirates français ont commencé à s'y installer au XVIIe siècle. Parce que oui, dans les Caraïbes, il y avait beaucoup de pirates qui attaquaient les navires, les bateaux qui transportaient justement ces richesses du Nouveau Monde, les métaux précieux, les épices, etc. Et une partie de ces pirates étaient français, et quand ils ont vu que toute cette région de l'île d'Haïti était plus ou moins libre, ils ont décidé de s'y installer tranquillement. Là, le roi de France et ses ministres se sont dit que c'était une opportunité intéressante, donc ils ont envoyé des gouverneurs pour s'installer avec les pirates et pour institutionnaliser cette présence de la France sur la partie ouest de l'île. Ensuite, je vous passe le détail des négociations. Ça veut dire qu'on va pas entrer dans le détail des négociations, mais il faut savoir qu'à la fin du XVIIe siècle, l'Espagne a cédé la partie occidentale de l'île d'Haïti à la France. Céder, c'est un verbe qui signifie accepter de donner quelque chose à quelqu'un. À la fin du XVIIe siècle, l'Espagne a cédé la partie occidentale de l'île à la France. Et à ce moment-là, cette partie a été renommée par le royaume de France Saint-Domingue. À l'inverse, la partie orientale de l'île deviendra, un peu plus tard dans l'histoire, la République dominicaine. Donc on a sur la partie ouest Saint-Domingue, qui ensuite va se transformer en Haïti, et sur la partie est, la République dominicaine. Une fois que le royaume de France a obtenu officiellement ce territoire, il a commencé à y envoyer des colons français, et pour développer l'activité économique, les colons français ont planté des cultures, principalement des cultures de sucre et de café. Et évidemment, pour cultiver ces champs, ils ont eu besoin de main-d'œuvre, de travailleurs. Donc la solution à l'époque, quand on avait besoin de travailleurs, c'était d'utiliser des esclaves. Il faut savoir que les Français ont fait venir des dizaines de milliers d'esclaves, principalement d'Afrique de l'Ouest, pour cultiver les champs de sucre et de café sur l'île d'Haïti. Ce que je viens de décrire, c'est évidemment le commerce triangulaire. Les puissances européennes transportaient des esclaves d'Afrique de l'Ouest vers l'Amérique pour cultiver les champs de coton, de tabac, de café, de sucre, etc., produire toutes ces ressources et ensuite les réexporter vers l'Europe pour que toutes ces richesses soient vendues en Europe. C'est ça qu'on appelait le commerce triangulaire, parce que quand on regarde le chemin que faisaient les bateaux, ça ressemble à un triangle entre l'Europe, l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique et le retour en Europe. Les affaires ont commencé à très bien marcher pour les colons français,
Parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, donc un siècle après l'arrivée des premiers colons, eh bien Haïti était devenue la colonie la plus prospère du monde, la plus riche du monde. Il faut savoir qu'elle produisait entre la moitié et les 3/4 de la production mondiale de sucre. À l'époque, Haïti était tellement prospère qu'on la surnommait la perle des Antilles. Mais le prix à payer a été très lourd, pas pour les colons français, mais bien sûr pour les esclaves. L'espérance de vie d'un esclave sur l'île d'Haïti à cette époque, c'était entre 8 et 10 ans. C'est pour ça que chaque année, il fallait importer, entre guillemets, des dizaines de milliers d'esclaves pour remplacer tous ceux qui étaient morts au travail. Ce qui fait que, à la fin du XVIIIe siècle, il y avait environ 500 000 esclaves sur l'île pour seulement 30 000 colons. Donc ça fait l'équivalent de 95% de la population de l'île qui étaient des esclaves. Ça, vous imaginez bien que c'était un équilibre très fragile et une situation explosive. Et justement, à la fin du XVIIIe siècle, il y a un événement qui a mis le feu aux poudres, c'est bien évidemment la Révolution française. Ça, c'est une bonne expression, mettre le feu aux poudres. La poudre, vous savez, c'est ce qu'on utilise pour provoquer une explosion. On mettait avant, par exemple, de la poudre dans les canons et si on allumait cette poudre, ça provoquait une explosion. Donc mettre le feu aux poudres, vous l'avez compris, ça signifie faire exploser, provoquer une explosion. La Révolution française a mis le feu aux poudres parce que parmi les révolutionnaires français, il y avait certaines personnes qui demandaient la fin de l'esclavage. Ah oui, l'esclavage, je l'ai pas défini avant, mais je pense que vous connaissez ce mot. Un esclave, c'est une personne qui est forcée de travailler et qui n'est pas payée pour son travail et qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc à l'époque de la Révolution française, les mentalités commençaient à changer. Il y avait par exemple une société qui s'appelait la Société des Amis Noirs, créée par certains intellectuels français, qui réclamaient la fin de l'esclavage. Ces révolutionnaires voulaient que les droits de l'homme soient appliqués à tous les hommes, pas seulement aux hommes blancs européens. Ils considéraient que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça, c'est la première ligne de la Déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais évidemment, les propriétaires d'esclaves qui étaient dans les colonies, ils étaient totalement opposés à ces idées. Eux, ils avaient besoin des esclaves pour continuer de cultiver leurs champs de coton, de sucre, etc. Donc, pour eux, c'était hors de question que les esclaves deviennent libres. Mais malgré cette opposition, ces idées de certains révolutionnaires français de mettre fin à l'esclavage, eh bien, elles ont commencé à se diffuser, notamment dans les colonies, si bien qu'en 1791, donc 2 ans après le début de la Révolution française, des esclaves se sont soulevés à Haïti. Se soulever, c'est un verbe qu'on utilise ici pour dire commencer une rébellion, une révolte, se soulever. Donc en 1791, c'est le début de la révolution à Haïti, une révolution qui cette fois est menée par des esclaves. Les esclaves se soulèvent, ils brûlent les champs de sucre et ils massacrent les propriétaires blancs. Massacrer, c'est un verbe qui veut dire tuer tout le monde, massacrer. Donc les esclaves, en 1791, ils décident de prendre les armes à Haïti, ils brûlent les champs et ils massacrent les propriétaires blancs. À ce moment-là, il y a un personnage très important qui est apparu. Ce personnage, c'est François-Dominique Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, c'est un créole qui est né à Saint-Domingue, de parents d'esclaves.
lui aussi était esclave, mais à l'âge de 33 ans, il a été affranchi par son maître. Affranchi, ça veut dire qu'un esclave obtient sa liberté. Toussaint Louverture est devenu libre à l'âge de 33 ans, et c'était quelqu'un de très intelligent parce qu'il a appris à lire, à écrire tout seul. C'était aussi un médecin, il s'intéressait beaucoup aux plantes. Et quand la révolte des esclaves a commencé, il a décidé de se joindre à eux, même si lui, il était libre, parce qu'il était très sensible à cette question, et grâce à ses qualités de stratège et à son intelligence, il est devenu chef de cette révolte des esclaves. Alors, il faut savoir que la situation sur l'île était assez complexe. C'était pas simplement les propriétaires blancs contre les esclaves noirs. En fait, il y avait aussi des propriétaires blancs mais qui étaient pauvres, qui étaient seulement des petits propriétaires avec quelques esclaves. Au contraire, d'autres propriétaires qui étaient très riches et qui avaient des immenses exploitations avec des milliers d'esclaves. Il y avait aussi les mulâtres. Donc les mulâtres, c'était les personnes qui avaient un parent blanc et l'autre noir, donc qu'on a appelé plus tard les métis, mais à l'époque on utilisait plutôt le terme mulâtre. Il y avait les esclaves affranchis, donc les esclaves qui avaient retrouvé leur liberté, comme Toussaint Louverture, et toutes ces personnes avaient des droits différents. Ou alors, elles n'avaient aucun droit, comme c'était le cas par exemple pour les esclaves. Comme la Révolution française était un mouvement de bouleversement politique, de grands changements politiques, chacun de ces groupes a essayé de faire pression pour obtenir des avantages avec les nouvelles lois qui étaient décidées dans la métropole, qui étaient décidées en France, à Paris, ce qui fait qu'il y avait énormément de tensions sur l'île, comme vous pouvez l'imaginer, avec cette révolte d'esclaves qui continuait. Et 2 ans plus tard, en 1793, la pression a encore augmenté d'un cran parce que le royaume d'Espagne et d'Angleterre ont déclaré la guerre à la France. Parce que oui, à ce moment-là, les Français venaient de décapiter leur roi, Louis XVI, de l'exécuter. Donc les royautés en Espagne et en Angleterre ont eu peur que cette révolution se propage, ce qui fait qu'elles ont décidé de déclarer la guerre à la France. Et elles en ont profité pour attaquer Haïti, parce que, comme vous le savez, à cette époque, c'était une des colonies les plus riches du monde. Comme vous pouvez l'imaginer, en 1793, la situation sur l'île est vraiment compliquée pour la France. D'un côté, il y a les esclaves qui sont en pleine révolte, de l'autre, l'Espagne et l'Angleterre qui sont en train d'attaquer, d'essayer de conquérir ce territoire. Alors, pour s'en sortir, la France a trouvé une nouvelle stratégie. Elle a offert aux esclaves de les affranchir s'ils acceptaient de se battre pour la France. Elle a dit aux esclaves, rejoignez notre armée et si vous nous aidez à combattre l'Espagne et l'Angleterre, alors on vous donnera votre liberté. Vous voyez que la France était un royaume très généreux. Donc beaucoup d'esclaves ont accepté cette offre, et également Toussaint Louverture. Bon, Toussaint, lui, il n'était plus esclave, mais il a décidé de se battre avec l'armée française contre l'Angleterre et l'Espagne. Et là, il a montré encore une fois qu'il était un très bon stratège, car grâce à lui, la France a pu vaincre l'Angleterre et l'Espagne, et les esclaves ont, comme promis, été affranchis. Ils ont reçu leur liberté. Grâce à ces impressionnantes victoires militaires, Toussaint Louverture a reçu le grade de général et un peu plus tard le titre de gouverneur de l'île. Là, il a vraiment pris le pouvoir et le contrôle total sur cette île, et ça a commencé à lui attirer quelques ennuis, quelques problèmes. Notamment parce qu'à la même époque, il y a un autre militaire très célèbre qui a fait son apparition en France, c'est Napoléon Bonaparte.
et Napoléon Bonaparte, il voyait d'un mauvais œil Toussaint Louverture. Ça, c'est une bonne expression. Voir quelqu'un d'un mauvais œil, ça veut dire que vous avez une image négative de quelqu'un, que vous n'aimez pas quelqu'un, pour simplifier. Napoléon Bonaparte voyait Toussaint Louverture d'un mauvais œil parce que ce dernier avait un pouvoir total sur l'île et qu'il ne respectait pas forcément les ordres qu'il pouvait recevoir de la métropole. Donc Napoléon s'est dit qu'il était temps de reprendre le pouvoir et pour ça il a employé les grands moyens, il a envoyé une puissante armée de 30 000 hommes qui était dirigée par son beau-frère, le général Leclerc. Donc le beau-frère de Napoléon, ça veut dire le mari de la sœur de Napoléon, le mari de sa sœur Pauline Bonaparte, le beau-frère. Napoléon a envoyé son beau-frère, le général Leclerc, et une armée de 30 000 hommes pour reprendre le contrôle de l'île d'Haïti, mais son véritable objectif, l'objectif de cette expédition militaire, c'était de rétablir l'esclavage pour relancer le commerce. Parce qu'évidemment, quand les esclaves ont été affranchis, ça n'a pas plu aux propriétaires, ça n'a pas plu aux colons, parce que à ce moment-là, ils ont perdu leur main-d'œuvre. Donc ces propriétaires, ils se sont plaints à Napoléon et au pouvoir en France, et ils ont demandé un rétablissement de l'esclavage pour pouvoir reprendre le contrôle sur leurs plantations, leurs exploitations dans les colonies. Pour rétablir l'esclavage et reprendre le pouvoir des mains de Toussaint Louverture, Napoléon envoie une armée gigantesque de 30 000 hommes. Face à cette armée, Toussaint Louverture n'a pas vraiment les moyens de se battre, il n'a pas assez de soldats, il n'a pas assez d'hommes de son côté, donc il décide de se rendre et il est ensuite arrêté par surprise et déporté en France dans une prison et il va mourir dans cette prison l'année suivante à cause des mauvaises conditions de détention et du climat qui était très rude à cette époque. Évidemment, c'est un coup dur pour les Haïtiens de perdre leur meilleur général, mais d'autres chefs comprennent que l'objectif véritable de cette expédition militaire est de rétablir l'esclavage, donc pour eux c'est vraiment une question de vie ou de mort, et ils refusent d'abandonner la guerre. Donc ils continuent de se battre contre l'armée du général Leclerc, et la situation commence à jouer en leur faveur. Parce qu'avec les semaines et les mois qui passent, l'armée française se retrouve en difficulté, car les soldats n'arrivent pas à s'adapter aux conditions sur l'île. Une grande partie d'entre eux meurent de la fièvre jaune. La fièvre jaune, vous savez, c'était cette maladie transmise par les moustiques qui a fait beaucoup de morts, notamment parmi les conquistadors espagnols. Donc évidemment, à Haïti, il y avait également cette maladie de la fièvre jaune, et de plus en plus de soldats qui venaient de la métropole, les soldats de l'armée du général Leclerc, meurent à cause de la fièvre jaune. D'ailleurs, le général Leclerc lui-même en meurt en 1802. Et là où l'histoire est intéressante, c'est que dans cette armée envoyée par Napoléon, il y avait environ 5000 soldats polonais. Pourquoi il y avait des soldats polonais ? Eh bien, tout simplement parce que en 1795, la Pologne a été partagée entre la Russie, l'Autriche et la Prusse, et donc une partie des Polonais ont émigré en France parce que la France était ennemie de ces trois empires. Donc les Polonais pensaient que les Français, et en particulier Napoléon, allaient les aider à reprendre le contrôle de leur pays, à retrouver leur indépendance, ce qui malheureusement n'a pas eu lieu. Mais bon, ça explique pourquoi dans l'armée napoléonienne, il y avait beaucoup de soldats polonais. Et certains de ces soldats polonais ont été envoyés à Haïti pour se battre avec le général Leclerc, sauf que quand ils sont arrivés là-bas, eux aussi, ils ont compris que l'objectif était de rétablir l'esclavage, et certains d'entre eux n'étaient pas du tout d'accord avec ça, donc ils ont décidé, au lieu de se battre contre les Haïtiens,
de les rejoindre et de se battre à leur côté. C'est pour ça que certains soldats polonais sont restés ensuite à Haïti et qui se sont installés là-bas. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse qui explique pourquoi dans cette galerie polonaise, il y avait cette performance artistique avec des chanteurs d'opéra polonais dans un village haïtien. Donc voilà, avec tout ça, avec cette épidémie de fièvre jaune, avec ces soldats polonais qui ont décidé de déserter l'armée et de se battre aux côtés des Haïtiens, le rapport de force commence à changer et l'armée des anciens esclaves affranchis commence à prendre le dessus. À mon commandement! Feu! En position de tir! En novembre 1803, il y a une dernière bataille très importante, c'est la bataille de Vertières. Vertières, c'était une petite ville qui se situait dans le nord de l'île. Avec cette dernière bataille, l'armée française perd définitivement la guerre à Haïti et elle est obligée de capituler, autrement dit de se rendre, d'abandonner. Et ça, c'est vraiment une victoire historique. La victoire d'anciens esclaves noirs qui ont réussi à battre la plus grande armée de l'époque, l'armée de Napoléon, mais paradoxalement, c'est un événement dont on ne parle pas dans les livres d'histoire en France. On ne parle jamais de cette défaite. Et c'est aussi un événement historique, pas seulement pour les Haïtiens, mais en général pour le monde entier, parce que c'est la seule fois qu'une révolte d'esclaves a réussi. Parce qu'on peut considérer que cette guerre entre les soldats haïtiens et l'armée napoléonienne, c'était la suite de cette révolte d'esclaves qui a commencé en 1791. D'abord, les esclaves ont obtenu leur affranchissement, et ensuite, les Haïtiens ont obtenu leur indépendance. Le 1er janvier 1804, Haïti proclame officiellement son indépendance vis-à-vis du Royaume de France, et c'est à ce moment-là qu'elle reprend justement son nom d'Haïti, et pas de Saint-Domingue, comme elle s'appelait avant. Haïti, c'est le nom qui était utilisé au temps des Indiens qui vivaient sur l'île. Mais comme je vous l'ai dit, en France, cette défaite n'apparaît pas dans les manuels d'histoire, comme l'explique d'ailleurs l'historien canadien Jean-Pierre Le Glonec dans cet extrait. Vertières est un moment scandaleux. Si le 18 novembre 1803 n'existe pas dans le calendrier français, alors que c'est un moment d'histoire de France, c'est qu'il se passe là quelque chose d'impensable. Et qu'est-ce qui est impensable? C'est le renversement de la relation esclavagiste. Première République noire? Première République noire, mais ça va bien au-delà. Le 18 novembre 1803, les maîtres deviennent les esclaves et les esclaves deviennent les maîtres. C'est impensable. C'est bien pire qu'une défaite à Waterloo ou en Russie. Alors voilà en grande partie pourquoi cette bataille continue à être occultée. Après cette belle victoire, un nouveau problème apparaît pour les Haïtiens. Comment protéger leur indépendance et leur liberté face aux autres grandes puissances coloniales, comme l'Espagne, l'Angleterre, et les puissances esclavagistes, États-Unis, qui sont présentes tout autour d'eux. Parce qu'évidemment, ces grandes puissances, elles n'ont pas envie qu'Haïti serve d'exemple à d'autres de leurs colonies. Elles n'ont pas envie de devoir affranchir leurs esclaves, parce que sans esclaves, impossible pour elles de continuer d'exploiter toutes ces ressources et de s'enrichir. C'est pour ça qu'après cette victoire et cette déclaration d'indépendance, la situation devient encore plus difficile pour Haïti. Toutes les grandes puissances refusent de reconnaître son indépendance et elles organisent un blocus, un embargo, pour essayer d'asphyxier l'économie de l'île. C'est une stratégie qui fonctionne plutôt bien parce que l'économie de l'île a beaucoup de mal à repartir. Ils ont du mal à pouvoir exporter leurs richesses à cause de l'embargo des grands empires coloniaux.
Quelques années plus tard, la France a à nouveau changé de système politique pour redevenir une monarchie. C'est une période qu'on a appelée la Restauration. Et en 1825, le roi Charles X propose un accord à Haïti. Il propose à Haïti de reconnaître son indépendance en échange de 150 millions de francs or. Il dit que la France va reconnaître Haïti comme un pays si, en échange, Haïti verse à la France 150 millions de francs or. Officiellement, c'était une somme qui était destinée à rembourser les anciens propriétaires colons, parce que ces propriétaires avaient perdu leurs esclaves, autrement dit, leur source de revenus, et ils demandaient de recevoir une indemnité, une somme d'argent pour les dédommager. Donc vous voyez, ça c'est une logique qui était très présente à l'époque. Une fois que les esclaves ont été affranchis, il fallait payer les anciens propriétaires et pas les anciens esclaves, parce qu'on estimait que ceux qui avaient vraiment subi un tort, eh bien c'était les anciens propriétaires, c'était pas les anciens esclaves. Donc c'est une logique qui peut sembler assez scandaleuse, mais à l'époque, ça semblait tout à fait normal. Et cet accord semblait d'autant plus injuste qu'Haïti avait déjà payé pour son indépendance. Haïti avait payé au prix du sang de ses soldats, elle s'était battue, elle avait fait la guerre pour obtenir son indépendance. Et là, le royaume de France lui demandait une nouvelle fois de payer son indépendance avec cette somme d'argent, c'est 150 millions de francs or. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette somme, ces 150 millions de francs or destinés à dédommager les anciens propriétaires, elle avait été calculée au moment où l'économie de l'île fonctionnait très bien, autrement dit, quand il y avait encore les esclaves, avant toutes les guerres qui ont ravagé Haïti. Mais en 1825, quand Charles X propose cet accord, la situation n'est plus du tout la même pour Haïti. Je vous ai dit que son économie fonctionnait très mal, elle fonctionnait au ralenti à cause de l'embargo des autres pays, etc. Donc c'était une somme qui était impossible à payer. Et en plus, une des conditions de l'accord, c'était de payer cette somme, ces 150 millions de francs or, en 5 ans. Alors, une nouvelle fois, la France a été très généreuse. Elle a proposé à Haïti de passer par les banques parisiennes pour emprunter l'argent à des conditions défiant toute concurrence. Autrement dit, à des très bonnes conditions. Donc la France a dit à Haïti, voilà, vous avez 5 ans pour payer cette dette, ces 150 millions de francs or. En échange, on reconnaîtra votre indépendance. Et comme vous n'êtes pas en capacité de payer cette dette, eh bien, les banques parisiennes vont vous prêter de l'argent avec un taux d'intérêt de 6%. Ce qui fait que Haïti a en réalité payé une double dette. Elle a payé les 150 millions de francs or, la dette, plus les taux d'intérêt pour pouvoir payer cette dette à temps. Et pour être sûr que l'ancienne colonie accepte cette offre, le roi Charles X a encore une fois envoyé l'armée avec sa proposition. Et face à cette pression militaire, la jeune République haïtienne n'a eu d'autre choix que d'accepter cette proposition. À partir de ce moment-là, la dette a été un véritable fardeau pour Haïti. Un fardeau, c'est une chose très lourde qu'on doit porter et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de marcher, un fardeau. La dette a été un fardeau pour les Haïtiens parce qu'ils ont dû la payer pendant quasiment 60 ans. Ils ont fini de payer cette dette en 1883. Et pour les taux d'intérêt, ils ont dû continuer de payer jusqu'en 1952. Jusqu'en 1952, Haïti a dû rembourser les taux d'intérêt envers les banques parisiennes qui leur avaient prêté l'argent pour pouvoir payer cette dette imposée par le Royaume de France. Au final, les historiens s'accordent pour dire que cette double dette a pesé très lourdement dans le développement d'Haïti et qu'à cause de cette dette imposée par le Royaume de France,
Haïti n'a jamais réussi à vraiment se développer économiquement. À part le paiement de cette dette, on peut dire que la France a coupé ses relations avec Haïti au 19e et au 20e siècle. En fait, il a fallu attendre plus de 2 siècles pour qu'un président français fasse une visite officielle à Haïti. C'était Nicolas Sarkozy qui s'y est rendu le 17 février 2010 suite au séisme qui a fait plus de 200 000 victimes. Donc il a fallu attendre ce séisme et ce nombre énorme de victimes pour qu'un président français accepte d'aller se rendre à Haïti. Pendant cette visite, Nicolas Sarkozy a reconnu que la présence française sur l'île n'avait pas laissé que des bons souvenirs. Vous savez, la présence française n'a pas laissé que des bons souvenirs. Ça veut dire la présence française n'a pas laissé seulement des bons souvenirs. Alors ça, c'était un euphémisme parce que, comme vous le savez maintenant, la présence française sur l'île a été une véritable catastrophe pour Haïti. Nous avons une histoire partagée, vous et nous. Cette histoire partagée est douloureuse. Et la France ici n'a pas laissé que des bons souvenirs. Et depuis le début des années 2000, l'État haïtien et des groupes d'intellectuels font des demandes pour demander que la France rembourse la dette qui a été payée par Haïti, qui équivaut aujourd'hui à 28 milliards de dollars. Le slogan de l'État haïtien, c'est « Restitution, réparation ». L'État haïtien dit que cette dette était totalement injuste, qu'Haïti avait déjà obtenu son indépendance grâce à la guerre et qu'elle n'avait pas à payer cette somme d'argent à la France. Cette question des réparations, après les guerres, quand on demande à un pays de payer pour tous les dégâts qu'il a causés, c'est toujours une question assez délicate, mais ici c'est vraiment une situation qui est limpide, une situation qui est très claire. On sait exactement le montant de la dette qui a été payée par les Haïtiens, on sait que cette dette était injuste, donc ça devrait être un cas très simple à régler, mais évidemment l'État français fait la sourde oreille. Ça c'est une expression, faire la sourde oreille. Donc quelqu'un qui est sourd, ça veut dire quelqu'un qui est handicapé et qui ne peut pas entendre. Faire la sourde oreille, ça signifie qu'on refuse d'entendre quelque chose. L'État français fait la sourde oreille face aux revendications de l'État haïtien, et d'ailleurs en France on parle très peu d'Haïti. On parle ni de la défaite de l'armée napoléonienne, ni de cette double dette qui a été imposée. Ça, ce sont des choses qui n'apparaissent quasiment jamais dans les manuels d'histoire. Aujourd'hui, comme vous le savez, Haïti reste dans une situation très difficile. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Il y a une instabilité politique constante avec des coups d'État, des dictateurs qui se succèdent et en plus de ça, des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes avec des séismes, des ouragans, etc. Même l'aide des Nations Unies ne semble pas pouvoir améliorer la situation. Mais j'aimerais quand même finir sur un message positif en revenant sur cette auditrice dont je vous ai parlé au début de l'épisode, Hildy, qui fait des reportages et des documentaires à Haïti. Sur son site, elle a écrit plusieurs textes très intéressants dans lesquels elle explique le décalage qu'il y a entre les gros titres dans les articles, comment les médias décrivent la situation à Haïti et la réalité pour les habitants. Évidemment, ce sont des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles, mais d'après Hildy et d'après ce qu'elle a pu observer sur le terrain, les Haïtiens continuent de vouloir vivre leur vie, ils s'adaptent, ils essayent de garder espoir, et ce sont des gens qui sont très courageux et résilients. Des gens qui n'oublient pas leur histoire, qui n'oublient pas leurs héros comme Toussaint Louverture et cette armée d'anciens esclaves qui ont réussi à créer la première république noire et libre du monde.
Donc si vous avez envie de voir Haïti sous un angle un peu plus optimiste que celui qu'on trouve dans les médias, je vais mettre le lien vers le site d'Ildi dans la description du podcast et je vous invite vraiment à prendre quelques minutes pour aller lire ces textes et regarder ces magnifiques photos d'Haïti. On arrive à la fin de cet épisode, mais avant de vous laisser, comme d'habitude, je vous propose d'écouter un deuxième message d'une auditrice du podcast. Bonjour Hugo, je m'appelle Aditi. Je viens d'écouter votre épisode 26, 8 choses que font les gens heureux. Et ce sujet m'intéresse beaucoup parce que je suis un professeur de yoga à Lyon. J'ai un groupe sur meetup.com qui s'appelle Classical Hatha Yoga in English. Bon, je donne les cours de yoga en anglais parce que je ne suis pas confiante à mon français, mais j'espère les faire bientôt en français. Alors, sur le sujet de bonheur, je suis d'accord avec vous qu'il faut être résilient et positif, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, la question est comment puis-je être résilient et positif? Selon Bouddha, la réponse est simple. Il faut contrôler notre pensée, autrement dit, notre esprit. Parce que nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Et j'aimerais partager avec vous les techniques du yoga de contrôler notre esprit. La première technique s'appelle pranayama pour contrôler notre respiration. Parce qu'il y a un lien entre notre respiration et notre esprit. Quand on est fâché, on respire autrement que lorsqu'on est heureux et excité. Donc, quand quelque chose nous arrive, il ne faut pas réagir tout de suite, mais il faut trouver un endroit calme pour s'asseoir et respirer lentement. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos qui s'appellent la respiration yogique complète et Anuloma Viloma. En français, on s'appelle la respiration alternée. Les deux techniques vont vous permettre de calmer votre esprit. Ensuite, essayez-vous de trouver 3 choses positives sur l'événement arrivé. Par exemple, s'il y avait un accident et qu'on se cassait une jambe, on aurait de la chance, car ce n'était pas un accident mortel. On avait toujours l'autre jambe et on pouvait rester à la maison pour faire ce qu'on veut au lieu d'aller au travail, par exemple. Alors, évidemment, au début, ça ne nous donne pas l'esprit positif tout de suite. Mais si on essaie de le faire tout le temps que quelque chose nous arrive, petit à petit, il deviendra notre attitude de vivre et nous aurons le pouvoir de contrôler nos émotions. Et je vous encourage de faire du yoga. Yoga n'est pas simplement un exercice physique pour la santé, mais en fait, c'est une technique de développer notre concentration. Et le yoga va vous aider de préparer votre corps et votre mental pour faire la méditation. Bon, voilà, j'ai tellement de choses à partager avec vous à propos du yoga, mais c'est assez long. Donc, j'espère que vous pouvez trouver un professeur de Shivananda Hatha Yoga pour apprendre toutes les techniques de contrôler l'esprit. Et si vous habitez à Lyon, et bien sûr, si vous parlez anglais, il me fera plaisir de vous parler davantage. Vous pouvez me trouver sur Facebook, Aditi Yoga Lyon. Je vous souhaite bonheur et bonne santé. Au revoir. Merci beaucoup Aditi pour ton message. Bon, je comprends que c'est difficile de donner des cours de yoga en français, mais honnêtement, tu me sembles avoir déjà un bon niveau, donc je suis sûr que tu en es capable. Voilà, au début, ça peut être un peu intimidant, mais peut-être que si tu essayes avec 1 ou 2 élèves, ça va être plus facile. Et puis,
tu vas voir qu'après quelques tentatives, c'est quelque chose qui va devenir naturel pour toi, et puis ça va t'aider à progresser. Merci beaucoup pour tes explications et les techniques que tu as données. C'était très clair et je suis sûr que ça va permettre d'aider pas mal de personnes dans la situation actuelle. Moi aussi, j'ai commencé le yoga pendant ce confinement et je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une pratique qui est géniale pour le corps mais aussi pour l'esprit. D'ailleurs, je vais mettre le lien pour ton groupe Facebook dans la description de l'épisode. Voilà, on va finir sur cette note positive et sur tous ces bons conseils d'Aditi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et à bientôt.